vous êtes sur une pente glissante en matière de surveillance. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. De quoi nous parlons? Nous parlons ici d'un amendement de repli qui vise à exclure explicitement certains objets connectés. Dedans, il y a les objets sexuels connectés. Et je pense qu'on va trop loin, que cette mesure n'est pas proportionnée, surtout quand on voit la longueur de la mesure. Bon, une fois qu'on a bien rigolé parce qu'il a prononcé le mot sextoy à l'Assemblée, reste que j'ai fait mes recherches et des sextoys avec micro et caméra, ça existe. Le vibromasseur Svacom Smile Eye, disponible pour 249 $, dispose du Wi-Fi et d'une caméra intégrée pour procéder à des live streams. On est un peu dans une démonstration par l'absurde, hein, même si faut présager de rien, mais est-ce que ça montre pas quand même que là on touche à quelque chose où on va pouvoir avoir une intrusion chez les gens, dans les salons, dans les chambres, dans la vie privée, vraiment au sens de ce qu'elle a de plus privé. Bonjour à tous. Est-ce que 1984, c'est demain? Les députés ont approuvé mercredi 5 juillet l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice. Cet article permet à la police d'activer à distance des objets connectés. En clair, les enquêteurs pourront soit géolocaliser les personnes grâce à leurs appareils dans le cadre de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, soit carrément capter les sons et les images des dits appareils lorsqu'il s'agira de terrorisme ou de crimes organisés. Évidemment, la mesure fait débat. 80 députés de la majorité, des Républicains et du Rassemblement national ont voté pour et 24 élus de la NUPES contre. Notre rôle, c'est d'être aussi garant des libertés fondamentales et du droit, finalement, de vivre sereinement sans être espionné en permanence. Alors, aujourd'hui, on constate qu'il y a notamment des possibilités pour des délits qui seraient supérieurs à 5 ans. C'est pas rien, hein, c'est pas beaucoup 5 ans. Hein. C'est pas le terrorisme, le grand banditisme en bande organisée, etc. C'est vraiment des délits qui peuvent être médians. Hein. Et bien aujourd'hui, on pourrait donc fracturer, pénétrer leur téléphone. Et ça, évidemment, c'est assez inquiétant. Et donc, nous, on est assez réservés et même très inquiets sur ces potentielles dérives. Vous savez, on a dénoncé la société de la surveillance, notamment pendant la crise sanitaire. Au Rassemblement national, on était extrêmement vigilants sur les dérives, les QR codes, les applications, les tracés, les suivis, la transmission d'informations. Je pense que là, c'était des sujets important et puis pour le coup qui était pertinent. Là sur cette disposition-là, très clairement, il faut rester vigilant sur tout. Effectivement, il n'y a pas de problème majeur et il n'y a pas de nouveauté surtout. Le président du groupe Lyot, Bertrand Pancher, s'est également opposé à cette mesure. Tout le monde va être mis sous écoute. Et je trouve qu'en termes de liberté publique, c'est quand même une atteinte particulièrement forte. Qu'on suspecte quelqu'un d'un acte, d'un délit ou d'un crime important et qu'on le surveille, c'est très bien. Que par voie de conséquence, toutes les personnes qui sont à proximité de lui soient écoutées ou soient vues, c'est une atteinte intolérable, à mon avis, aux libertés publiques. Et d'ailleurs, le Conseil d'État avait mis en garde le gouvernement sur cet aspect. Mais celui qui s'est fait le plus remarquer, c'est Hugo Bernalicis de l'AFI, puisqu'il a demandé à ce que soient exclus les sextoys de la liste des objets connectés activables. Oui, vous êtes sur une pente glissante en matière de surveillance. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. De quoi nous parlons? Nous parlons ici d'un amendement de repli qui vise à exclure explicitement certains objets connectés. Parce que les objets connectés, ça a été dit par un certain nombre de collègues, ont pris une part dans nos vies extrêmement grande. La montre, le pot de fleurs, le drone, le thermomètre, et j'en passe. Et justement, dedans, il y a les objets sexuels connectés. Et je pense qu'on va trop loin, que cette mesure n'est pas proportionnée, surtout quand on voit la longueur de la mesure. La tirade potache n'a pas fait rire la majorité. Ça suffit, le buzz, le cinéma, on en a encore eu pendant le projet de loi justice, avec des amendements sur les sextoys, mais ça ne veut rien dire, quoi. Leur seul intérêt, c'est de faire du buzz, mais ça marche en plus. Ils sont repris, on a fait plus de médias, M. Bernalicis a fait plus de médias avec son amendement sur les sextoys que n'importe quel autre député de la majorité avec des amendements intelligents sur le projet de loi de justice. Mais que prévoit exactement ce texte? Les oppositions ont-elles raison de tirer la sonnette d'alarme? On va faire le point tout de suite. Pour en parler, j'accueille Bastien Lequérec. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes juriste à la Quadrature du Net. Nous sommes très contents de vous recevoir à nouveau pour parler de liberté numérique.
Alors, à propos du projet de loi de programmation de la justice, vous avez écrit sur votre site « Transformer les objets connectés en mouchards, la surenchère sécuritaire du gouvernement ». Qu'est-ce qui vous inquiète à ce point dans ce projet de loi ? Alors ce projet de loi, c'est un projet de loi fourre-tout, c'est-à-dire que l'article 3, qui fait beaucoup parler de lui, comporte énormément de dispositions pour moderniser la justice, l'adapter aux exigences contemporaines, etc. Il y a 150 alinéas, à peu près. C'est cet ordre de grandeur, effectivement. Et dedans, on retrouve quelques alinéas relatifs à l'activation à distance d'appareils, qui peuvent être des téléphones, mais pas que, on y reviendra, à des fins d'enquête pénale. Ça aurait pu passer inaperçu, c'est avant tout les avocats qui ont repéré ces dispositions et qui se sont les premiers alertés, parce que ces dispositions mettent en place un dispositif de surveillance qui peut avoir des conséquences pour les avocats, mais pas que, sous couvert de rénovation de la justice. Et c'est déjà cette manière de faire, cette méthodologie qui n'est pas acceptable, c'est qu'on nous présente ça, et la chancellerie est la première à le faire, on nous présente ça comme un texte peu important, logique, qui va dans le sens de comment la justice doit évoluer, alors qu'en fait, il porte en lui des sujets qui sont très importants de surveillance, de liberté, de droit de la défense, de liberté d'expression. Et donc, c'est la première chose, nous, qui nous a alertés, c'est que ce texte n'est pas anodin, il a des conséquences pour les libertés fondamentales, et c'était important d'en parler, de mettre la lumière dessus. Et donc concrètement, on a deux cas. Il y aura la possibilité de géolocaliser les individus à partir de leurs appareils dans le cas où ils sont susceptibles d'avoir commis un crime ou un délit qui est passible de 5 ans. Et il y a le cas du terrorisme ou du crime organisé, où là on pourra carrément capter les sons et les images des objets. C'est bien ça? Exactement. Il y a deux manières, il y a deux cas où un appareil peut être activé à distance. Le premier cas, c'est pour les délits et crimes qui sont punis d'au moins 5 ans, donc 5, 6, 7, etc. Dans ce cas-là, on peut activer un appareil à des fins de géolocalisation uniquement. On reviendra techniquement ce que ça signifie, mais ça veut dire donc que pour tout délit ou crime puni d'au moins 5 ans de prison, la justice peut activer à distance un téléphone pour géolocaliser la personne à son insu, évidemment. Il y a un deuxième cas de figure qui consiste à permettre une nouvelle technique spéciale d'enquête. Donc ce sont des mesures d'enquête qui sont particulièrement attentatoires aux libertés et donc qui ne sont réservées que pour certains faits particulièrement graves, où là, on pourra activer à distance un appareil, mais pour aller au-delà de la géolocalisation, ça pourra être activer le micro, la webcam, la géolocalisation évidemment. Et donc là, c'est pour récupérer des données beaucoup plus intrusives, mais en théorie uniquement. En pratique, c'est complètement différent, mais en théorie, uniquement pour des faits particulièrement graves, puisque ce sont des techniques spéciales d'enquête. Et donc, tout le monde pourra être concerné par ces mesures, ou il y a des exceptions? Alors, ça a été un grand débat, c'est-à-dire que dans la version du gouvernement, il y avait quelques exceptions, notamment pour les avocats, mais ce sont des exceptions assez limitées, et c'est pour ça que les avocats qui avaient alerté les premiers sur ce texte disaient que ces garde-fous n'étaient pas suffisants. Donc il y a des limitations pour les avocats. Aujourd'hui, dans le texte, en l'état actuel des débats, prévoit des exceptions pour les journalistes, pour les magistrats. Mais en fait, ces exceptions sont assez limitées parce que ne pourront pas être retranscrites les paroles qui auront été captées. En revanche, ces paroles pourront être captées. Donc aujourd'hui, la loi, en l'état actuel des discussions, ce projet de loi, ne permet pas à ce qu'une personne qui se trouve avec un journaliste, une source d'un journaliste ou un client qui se trouve avec son avocat, ne soit pas écouté. Cette technique de captation d'image, elle est encadrée, ou de son, puisqu'elle est prévue que pour 15 jours, renouvelable une fois, nous en reparlerons plus tard. Il y a des protections, puisque c'est interdit pour les appareils électroniques qui sont utilisés par les députés, les sénateurs, les cabinets d'avocats, ou leur domicile, les magistrats, dans les cabinets des magistrats ou leur domicile. Mais aussi pour certains lieux, les cabinets médicaux, les entreprises de presse, les entreprises de communication audiovisuelle, les domiciles des journalistes, les études des notaires et des huissiers.
Pour cela, il n'y a pas de retranscription possible. L'amendement que je présente vise à se mettre en conformité avec l'avis du Conseil d'État qui a soutenu que, tel que proposé par le gouvernement, les garanties ne sont pas suffisamment proportionnées et qu'il faut aller plus loin en introduisant la protection des personnes qui résident et travaillent dans ces lieux protégés. Au mieux, ce qui a été capté ne pourra pas être retranscrit sur les PV, mais cette écoute pourra se faire, la police pourra entendre ce qui se passe, elle ne pourra judiciairement rien en faire, mais elle pourra quand même écouter tout ça. Donc c'est quelque chose qui est évidemment mieux que si on n'avait pas prévu d'exception pour les avocats, pas prévu d'exception pour les journalistes, mais ça reste une surveillance supplémentaire, ça reste un type de surveillance inédit en France, contrairement à ce que veut faire croire la chancellerie. Et nous, à la Quadrature du Net, on s'est vraiment intéressé sur le fond, la nature même de cette surveillance, sans s'intéresser finalement à ces garde-fous qui sont intrinsèquement insuffisants. C'est vraiment cette surveillance par nature qu'il faut combattre et non pas s'atteler à avoir le plus de garde-fous possible qui ne seront jamais suffisants, jamais satisfaisants. Oui, parce qu'on pourrait vous répondre que toute cette procédure s'inscrit dans un cadre, il faudra que ce soit décidé par un juge, j'imagine, et qu'elle doit être quelque part limitée dans le temps. Je crois que c'est 15 jours. Alors effectivement, il y a des limites, ça évolue en fonction des débats parlementaires, c'est pour certains faits uniquement. En réalité, tout ça repose sur la croyance que la procédure pénale en France permet d'éviter les abus. On le voit avec, par exemple, toute l'affaire autour des soulèvements de la terre. La procédure pénale en France ne permet pas que, lorsqu'il y a une certaine volonté politique, n'empêche pas à ce qu'on incrimine sous des faits, sous des qualifications juridiques pénales très fortes, des groupes, des personnes qui ont finalement une activité assez anodine. Le fait qu'on considère les soulèvements de la terre comme des terroristes en puissance, qu'on utilise toutes ces possibilités offertes pour le terrorisme pour des milieux contestataires écologiques qui ont une action qui dépasse la simple non-violence, mais qui est aujourd'hui parfaitement légitime. Le fait que ces personnes-là se retrouvent sous le coup de procédures antiterroristes nous montre que même si on réserve pour certains délits, pour certains faits, ces manières de surveiller les personnes, en réalité, quand un procureur ou quand un juge d'instruction aura envie de placer un groupe sous le qualificatif de terroriste, rien ne l'en empêchera. Ça sera uniquement à la fin, une fois qu'il s'agira de décider si les personnes ou les personnes sont coupables ou pas, qu'on pourra éventuellement les blanchir. Mais toute cette phase d'enquête en amont, entre les mains d'un juge d'instruction ou d'un procureur, ou d'un juge de la liberté et de la détention, finalement, ces garde-fous-là montrent qu'on ne pourra pas empêcher un abus, on ne pourra pas empêcher des personnes qui veulent mettre sous l'étiquette terrorisme des mouvements sociaux, on ne pourra pas empêcher ces personnes d'utiliser ces techniques. Oui, c'est l'effet boîte de Pandore, vous, qui vous inquiétez. C'est exactement ça, c'est même la continuité d'un effet cliquet sécuritaire qu'on voit depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, toutes ces techniques spéciales d'enquête n'existaient pas. Au fur et à mesure des années, on va nous présenter la criminalité comme évoluant et donc le droit comme devant suivre absolument les grands délinquants, où on va de plus en plus vers la surveillance, moins de contrôle, plus d'abus possibles. Et on a cet effet cliquet sécuritaire. C'est très difficile de revenir en arrière. Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place dans la décennie précédente, il est hors de question de la remettre en question. Dans la tête des décideurs et décideuses politiques, c'est une base sur laquelle construire plus de surveillance. Donc c'est pas tant une boîte de Pandore qu'un effet cliquet, la continuité de décennies de surenchère sécuritaire et de ne penser la sécurité et ici l'enquête que par le moyen de la surveillance, le moyen de la réduction des libertés, coûte que coûte, sans se poser la question de la proportionnalité et de l'acceptabilité dans une démocratie. Quand on écoute le ministre de la Justice qui porte ce texte, Éric Dupond-Moretti, lui, ce qu'il explique, c'est simplement une actualisation de vieilles techniques, celle du micro-mouchard ou celle de la géolocalisation avec les bornes du téléphone qui permet d'être utilisée dans certaines enquêtes et qui est utilisée par la police depuis longtemps. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi une nécessaire adaptation des lois aux évolutions technologiques, cette loi ?
Ce qui est très intéressant, c'est que ce texte, il arrive juste après un scandale, le scandale Pegasus. Oui. Pegasus, c'est un outil qui était vendu par l'entreprise israélienne qui s'appelait NSO, c'était une entreprise qui était une sorte de mercenaire du renseignement et de la compromission d'appareils à distance. Pegasus, le produit vendu par NSO, a été utilisé par des États pour compromettre des téléphones à distance en utilisant un certain nombre de failles de sécurité. Pourquoi il y a eu un scandale? Parce que les personnes qui ont été ciblées n'étaient absolument pas des personnes relatives au grand banditisme. Il y en a très certainement eu, mais dans les abus qu'on a vus, on a pu observer que des opposants politiques, des journalistes étaient surveillés, alors même qu'ils ne faisaient pas l'objet de procédures d'enquête, mais simplement parce que dans un contexte où on donne plus de pouvoir à l'État, l'État va être très intéressé par les utiliser. Et donc on a ce scandale Pegasus. Au niveau européen, il y a le Parlement européen qui s'est saisi de l'affaire, avec le rapport PEGA qui liste tous les abus, y compris dans l'Union européenne, avec normalement des démocraties pour lesquelles on s'attendrait qu'il y ait des garde-fous suffisants pour éviter ce type d'abus. Justement non, le rapport PEGA du Parlement européen montre que non, qu'on n'a pas réussi dans nos démocraties à empêcher ces abus avec ces outils. Et donc on a ce projet de loi qui vise à légaliser exactement la même chose, exactement le même type d'outils, qu'on nous présente par contre de manière totalement dépolitisée, comme quelque chose de normal, la suite logique à ce qu'on aurait fait avant. Non, justement, ça n'est pas une suite logique, c'est un outil qui en soi porte des risques d'abus très importants, ce qu'on a pu donc documenter avec Pegasus. Et donc c'est particulièrement intéressant de voir cette communication du gouvernement qui essaie vraiment de limiter au maximum les dangers de cette technologie. Et d'un autre côté, on a le fait qu'une fois qu'on va légaliser ces techniques d'enquête, il va y avoir un coût très important. Il va falloir trouver des failles de sécurité pour compromettre des téléphones, compromettre des ordinateurs, compromettre d'autres périphériques. Donc il va falloir investir dedans. Ces investissements, ils vont coûter relativement cher. La chancellerie nous dit que les services de renseignement feraient la même chose. On peut se poser la question aussi de la légalité de ce que fait le renseignement, mais on nous dit qu'il y a déjà ces investissements qui ont été faits, il va y en avoir d'autres de toute manière, et une fois que ces investissements auront été faits, une fois qu'on aura trouvé les failles de sécurité pour compromettre des téléphones, pour compromettre des ordinateurs, l'État va être inévitablement incité à les utiliser. C'est ce qui s'appelle le coût marginal. Le coût marginal dans ces techniques d'enquête est quasiment nul. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait l'investissement de départ, qu'on mette sous surveillance un téléphone ou 10 000, le résultat en termes de coût sera strictement le même. Parce que, comme le dit le gouvernement lui-même, c'est un certain coût de mettre sous surveillance un local, une voiture, poser une balise GPS, poser des micros, poser des caméras, ça a un coût, ça a un risque pour compromettre la surveillance. Et donc là, ce que nous vend le gouvernement, c'est lui permettre de surveiller potentiellement toute personne sans que ça lui coûte absolument rien. Et c'est particulièrement inquiétant parce que dans une démocratie, le coût d'une surveillance participe à la proportionnalité de la mesure. C'est la même chose avec les drones, on avait exactement le même discours avec les drones de surveillance. Quand vous surveillez avec des drones qui ne coûtent rien, c'est pas la même chose que quand vous surveillez avec des hélicoptères qui vous coûtent plusieurs milliers d'euros à l'heure. Et donc quand vous avez une mesure de surveillance qui coûte quelque chose, forcément la police, la justice va se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que j'ai un budget, je ne peux pas le dépasser, et donc va réserver ces techniques d'enquête, ces surveillances, que pour les cas qui en ont vraiment besoin. Quand on peut surveiller tout le monde sans surcoût, quand ce coût marginal est nul, inévitablement qu'on va être incité à aller vers plus de surveillance et donc plus d'abus. C'est bien pour ça que Pegasus a fini comme un scandale, c'est parce que c'était parfaitement abordable pour des États, y compris des États qui n'avaient pas fait ces investissements au début, et parce que en réduisant le coût de la surveillance, en facilitant cette surveillance, et ici il s'agit vraiment de la faciliter, on participe à son extension, à son utilisation jusqu'au moment où on a un abus généralisé. Parce que ça, c'est un autre argument d'Éric Dupond-Moretti. Il dit que ça va concerner
que ça concerne actuellement très peu d'affaires et que ça concernera peu d'affaires. Lui, il donne le chiffre de quelques dizaines par an, pas plus. D'abord, il faut le croire. Oui. C'est ce qu'on peut, on peut avoir du mal en ce moment à croire le gouvernement. Mais même à supposer même que ces chiffres soient vrais, c'est l'État aujourd'hui. Aujourd'hui, on a peut-être, probablement même, quelques affaires. Mais si demain, on a une évolution justement avec ces techniques qui vont coûter moins cher, donc une incitation à les utiliser, avec une procédure pénale qui échoue complètement à encadrer ces abus, quand un juge d'instruction ou un JLD veut mettre sous l'étiquette terroriste quelqu'un, rien ne l'en empêche, eh bien, on a ce cocktail explosif pour avoir des abus, pour avoir une utilisation à des fins politiques, à des fins détournées de leur origine. Et vraiment, on ne peut absolument pas faire confiance aujourd'hui dans l'état de notre démocratie pour prévenir ces abus. On l'a vu dans l'Union européenne, on a eu des abus dans des démocraties, en Grèce, en Pologne, en Hongrie. Alors, ces deux pays sont aussi, ont des institutions qui commencent à être défaillantes, mais c'est justement, on doit se poser la question de est-ce que la France ne serait pas en train d'aller dans ce même chemin avec de plus en plus d'institutions défaillantes, de plus en plus de pouvoir entre les mains de la police et ici de la justice, mais pas la justice une fois qu'elle juge, la justice quand elle enquête, donc avant tout jugement, donc concrètement entre les mains de la police toujours. Et donc on doit se poser la question de quel est l'état de nos institutions quand on est en train de donner une carte blanche à la police pour qu'elle enquête avec des garde-fous très théoriques et qui en pratique vont se révéler inefficaces. Alors techniquement, parce que là on parle depuis tout à l'heure, et ce qui est bien avec la Quadrature quand on échange avec vous, c'est qu'il y a souvent une dimension un peu technique, où on nous explique comment les choses fonctionnent. Là, ces failles, cette mise surveillance, ce hacking des téléphones, des iPads ou que sais-je à distance, concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, déjà, il ne s'agit pas d'imposer des portes dérobées dans tous les périphériques. C'est quelque chose parfois qu'on a pu voir dans la presse où on a eu des journalistes qui ne savaient pas trop, qui nous demandaient concrètement est-ce que ça veut dire que tout le monde aura un mouchoir dans sa poche ? Non, ça ne veut pas dire que tous nos téléphones vont être compromis par défaut. Il ne s'agit pas d'introduire des portes dérobées dans tous les appareils. Il s'agit de permettre à la police, éventuellement avec le soutien des services de renseignement, puisque les techniques spéciales d'enquête peuvent être couvertes par le secret de la défense nationale. Il s'agit donc d'autoriser la police à utiliser des failles de sécurité pour s'introduire sur des appareils à distance. Donc concrètement, c'est rechercher des failles de sécurité, voir si un téléphone qui n'aurait pas été mis à jour récemment n'aurait pas de faille de sécurité qui permettrait à un tiers attaquant de s'introduire de manière illégitime dedans. C'est regarder les appareils sur un réseau local qui seraient connectés sur Internet pour voir s'il n'y aurait pas un problème de configuration qui permettrait de rentrer. Donc il s'agit en fait d'autoriser la police à développer des failles de sécurité qu'elle gardera pour elle, au lieu de les transmettre à l'éditeur du logiciel qui a une faille de sécurité, la police les gardera pour elle. Et ensuite, il s'agit de les utiliser a posteriori. Donc, si vous avez un téléphone qui n'est pas mis à jour et que les services de police français ont découvert une faille pour votre téléphone, tant que votre téléphone ne sera pas mis à jour, eh bien, vous aurez le risque d'avoir cette faille qui sera exploitée si on décide d'autoriser l'activation à distance. Et ça me fait venir sur un dernier point, la géolocalisation. Pour des délits et crimes de moins de 5 ans, il est possible d'activer à distance la géolocalisation. Mais techniquement, ça signifie s'introduire dans le téléphone. Ça signifie avoir un accès à l'ensemble du téléphone. Là, on parle de téléphone parce que pour la géolocalisation, c'est souvent moins le cas avec d'autres appareils. Mais donc, il s'agit de s'introduire dans le téléphone et de n'activer que la géolocalisation. Sauf que techniquement, à partir du moment où un tiers s'est introduit dans un téléphone, il a accès à tout. Et donc, il faudra le croire sur parole. Et on n'aura pas de garantie technique qui montrerait que le micro n'aurait pas été activé, que la webcam n'aurait pas été activée, que les messages échangés sur le téléphone n'auront pas été copiés ou lus. Il s'agit donc de s'introduire sur le téléphone, de n'activer qu'une fonctionnalité, la géolocalisation,
de faire semblant de ne pas voir le reste. Et donc on voit là encore que la réalité technique montre que ce type de disposition est vraiment une surveillance particulièrement intrusive en créant un écosystème de la vulnérabilité. C'est-à-dire que l'État français aura intérêt pour sa police, pour ses services de renseignement, aura intérêt à trouver le plus de failles de sécurité, à les garder pour lui, ce que font d'autres États, et ça n'a pas amené à des choses très joyeuses. Ici, ce texte entretient vraiment ce phénomène-là. Oui, parce qu'il y a vraiment cette dimension de l'intrusion dans les maisons, dans l'intime même, qui inquiète, puisqu'on parle vraiment d'appareils électroniques au sens large. Et avec la multiplication des appareils connectés, ça peut laisser la porte ouverte à beaucoup de choses, d'où la proposition, enfin en tout cas la proposition d'Hugo Bernalicis, qui a beaucoup fait réagir, si ce n'est jaser, puisque lui il disait qu'il fallait exclure les sextoys des potentiels appareils espions. Bon, une fois qu'on a bien rigolé parce qu'il a prononcé le mot sextoy à l'Assemblée, reste que j'ai fait mes recherches, et des sextoys avec micro et caméra, ça existe. Notamment dans un article du journal du Geek, qui nous apprend que le vibromasseur Svacom Smile Eye, disponible pour 249 $, dispose du Wi-Fi et d'une caméra intégrée pour procéder à des live streams, et qu'en plus il est extrêmement facile de le pirater à travers le Wi-Fi. Donc bon, on est un peu dans une démonstration par l'absurde, hein, même si faut présager de rien, mais est-ce que ça ne montre pas quand même que là on touche à quelque chose où on va pouvoir avoir une intrusion chez les gens, dans les salons, dans les chambres, dans la vie privée, vraiment au sens de ce qu'elle a de plus privé? Alors déjà, le fait que la loi autorise la police, police-justice, je mets sous le même vocable, à s'introduire dans des téléphones qui sont notre extension numérique, qu'on a tout le temps sur soi quasiment, qu'on emmène quand on va voir des personnes, qui laissent énormément de traces déjà, et là en plus on autorise la police et la justice à utiliser encore plus de données. Donc déjà pour les téléphones, c'est particulièrement scandaleux, particulièrement inacceptable, mais cette sortie d'Hugo Bernalicis montrait bien une autre limite, un autre danger de cette loi, c'est que elle n'est pas limitée au téléphone. Elle couvre tout appareil électronique. Et à partir du moment où un appareil est connecté à Internet, et à partir du moment donc où on peut y accéder à distance, éventuellement avec des failles de sécurité ou des problèmes de configuration, dans notre environnement où, avec l'Internet des objets, avec la multiplication des appareils connectés, on a de plus en plus de vecteurs de surveillance, cette loi est d'autant plus inacceptable. Nous, on avait écrit dans le communiqué de l'Observatoire des libertés et du numérique, l'OLN, donc c'était avec d'autres associations qu'on avait dénoncé ce texte, on avait écrit que les babyphones, par exemple, seront concernés. Et l'exemple des sextoys fait rire, et puis on peut voir on peut avoir du mal à voir l'utilité pratique pour une enquête d'obtenir des données qui viendraient de ça. Mais en réalité, quand vous mettez sous surveillance un appareil, quand la police décidera demain d'activer à distance un appareil, elle ne saura pas ce qu'elle cherche. C'est justement au stade de l'enquête. On essaie de trouver, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc finalement, d'un point de vue pratique, ça peut être utile de mettre sous surveillance, d'activer à distance un babyphone ou d'activer à distance un sextoy, parce que peut-être que indirectement, on entendra des conversations qui se passent dans la même pièce. Si le babyphone il est face à un bambin, face à un enfant, eh bien peut-être qu'on peut à un moment entendre aussi ses parents chuchoter à côté et échanger des informations. Donc tous ces éléments qui, pris individuellement, paraissent relativement anodins, quand on les met bout à bout, quand on recrée cet ensemble, on s'aperçoit qu'on peut être espionné dans tous nos aspects de notre vie, dans toutes les pièces chez soi, à des moments les plus intimes où on pourrait avoir le sentiment légitime d'être protégé contre une intrusion extérieure. Eh bien non,
Cette loi vient nous rappeler que non, vient nous rappeler que demain, si ce texte passe, la justice pourra enquêter avec tous les moyens possibles à sa disposition. Et c'est particulièrement grave parce que demain, ça pourra être des cafetières connectées, des crayons connectés, que sais-je, et avec d'autant plus de risques pour les personnes, puisque à partir du moment où on aura un appareil, quand on a une loi qui autorise pour n'importe quel prétexte quasiment à les surveiller, on va se poser plus souvent la question de est-ce que j'ai envie d'avoir un potentiel mouchard avec moi? Ça vaut pour les téléphones, mais ça vaudra demain pour encore plus de périphériques. Alors là, la loi est passée au Sénat, elle est passée à l'Assemblée. Elle doit être renvoyée devant une commission mixte paritaire, mais où le texte va peut-être un petit peu évoluer, mais pas tant que ça. Donc elle va rentrer en application. Voilà, aujourd'hui, on est à la fin du parcours législatif. Pour l'instant, ces dispositions autour de l'activation à distance d'appareils a été discuté en séance plénière à l'Assemblée nationale. Ça a été avant voté par le Sénat. Donc les prochaines étapes, ça va être une commission mixte paritaire où députés et sénateurs vont se mettre d'accord sur un texte commun. La différence entre la version de l'Assemblée et la version du Sénat, c'est que l'Assemblée a rajouté un peu plus de garde-fous, a rajouté les journalistes, par exemple, dans les exemptions où il sera interdit de retranscrire les conversations. Mais d'un autre côté, elle a aussi fait remonter de 5 à 10 ans le seuil à partir duquel on peut activer la géolocalisation à distance. Donc on a encore quelques éléments qui vont être débattus en commission mixte paritaire sur les détails, les contours un peu précis de cette loi. Mais le principe est totalement admis par les deux chambres. Il y a une volonté politique partagée de la droite, du centre droit à l'extrême droite sur la nécessité d'avoir ce type de surveillance. Donc au vu des équilibres politiques, il n'y a absolument aucune raison que ce texte ne soit pas adopté définitivement. Même si le Conseil constitutionnel était saisi, quand on regarde la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel en matière de surveillance, on peut s'attendre à ce que, dans l'hypothèse où il soit saisi, il n'y ait absolument aucune censure. On a vu avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur où absolument toutes les évolutions de la procédure pénale ont été validées, et des évolutions qui n'allaient pas dans le bon sens évidemment, ont été validées par le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, on a un boulevard pour le gouvernement pour que ce type de surveillance soit demain intégré dans le droit. À voir encore quelles vont être les petites limites, les petites frontières, mais globalement, cette surveillance est partie pour être adoptée. Merci. Merci. Merci à tous, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire et surtout activez la cloche pour ne rien rater de nos contenus. Si vous le pouvez, soutenez-nous également financièrement sur blast-info.fr. Votre soutien est le seul garant de notre indépendance. Et moi je vous dis à très bientôt.